Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Sarah Daniel, qui est écrivain, grand reporter à l'Obs et auteur de ce livre. Je vais le trouver. La putain du califat aux éditions Grasset. Avec Benoît Canabus. Avec Benoît Canabus, vous êtes deux, Sarah Daniel, merci d'être là. Alors, j'ai lu ce livre et ce livre est, comment vous dire, c'est plus que prenant, quoi. C'est un livre qu'il faut lire parce que c'est un livre qui raconte une histoire tellement terrible. On en a parlé comme ça par bribes, pendant que l'État islamique s'installait à Raqqa et à Mossoul et ailleurs en 2014 et pendant des années. Et puis voilà, une femme, elle s'appelle Marie, elle est chrétienne et vous dites en sous-titre, en couverture, elle a été vendue 13 fois par l'État islamique. 13 fois, une esclave sexuelle. Alors, d'abord, comment vous êtes remonté, comment vous êtes arrivé, Sarah Daniel, avec Benoît Canabus, comment vous êtes arrivé à Marie ? Vous êtes grand reporter, je rappelle, à l'Obs. Oui, donc je suis grand reporter à l'Obs. Je couvre depuis très longtemps l'Irak. Et donc j'attendais la bataille de Mossoul. Et c'était en décembre 2016. Il y a eu un revers à ce moment-là. Et donc les troupes kurdes et chiites n'ont pas laissé les journalistes accéder au front de Mossoul. Et on est resté coincé à Karakosh, qui est la ville des chrétiens d'Irak. Ouais. Et particulièrement de cette région, qui est la ville de la plaine de Ninive, où se concentrent le plus de chrétiens. La ville venait d'être libérée, donc 2016. C'était 2016. La ville, donc il y avait encore toutes les explosions et les flammes. C'était encore une atmosphère très éruptive, très lourde. Mais les gens commençaient à parler et voilà. Et en me promenant dans une des maisons, on a commencé à me parler. C'est-à-dire quelqu'un qui venait d'être libéré m'a parlé d'une histoire encore bien pire que celle qui lui était arrivée, qui était l'histoire de Marie. Et tout le monde savait que c'était finalement la pire des histoires qui étaient arrivées aux chrétiens dans cette région. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Benoît Canabus qui, lui, suivait les milices chrétiennes qui étaient incorporées à l'armée irakienne et qui se battaient contre Daesh. C'est ça. Et donc voilà, on a entendu parler de cette histoire et cette histoire nous a tellement saisis d'horreur qu'on a voulu, on a commencé à projeter d'écrire ce livre. Il faut vous dire aussi que j'ai passé énormément de temps donc, sur le front irakien et qu'à chaque fois les femmes et les chrétiens étaient un peu les sacrifiés de mon histoire. Donc j'ai voulu rattraper quelque chose parce que... Je comprends. Quand dans des situations de guerre, on ne parle pas des femmes, parce que pourquoi aller distinguer des femmes, vous voyez, dans cette horreur et puis sur le front, il y avait plutôt des hommes. Sur le front, il y a plutôt des hommes, et en plus, les femmes sont souvent cachées dans ces régions du monde. Donc moi, j'étais toujours avec les hommes. En fait, c'était les invisibles de cette histoire. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'histoire de Daesh, évidemment, c'est la double peine. C'est absolument monstrueux ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est quand même tout d'un coup mettre le focus sur les femmes, et aussi à travers ça, sur les chrétiens d'Orient qui sont en train de disparaître de cette région du monde. Tout à fait. Et on en parle finalement que assez très peu par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à l'ampleur. Je veux dire, il faut se rappeler qu'en Irak, il y avait 1,5 million chrétiens. Maintenant, il y en a moins de 500 000. 500 000 si vous prenez Bagdad, c'était une ville... oui, il y avait, je sais pas, 500 000 chrétiens. Ouais. Et maintenant, il y en a 40 000. C'est comme ce qui s'est passé à Berlin ou à Varsovie. Enfin, c'est des éradications de population. Et donc, voilà. C'est un ethnocide, quelque part. Enfin, absolument. Et donc, si vous voulez, c'était pour mettre un peu l'accent là-dessus, et aussi pour moi, pour me rattraper de quelque chose dont je me sentais coupable parce que j'avais omis cette question. Voilà. Et alors, comment vous êtes remonté concrètement? Comment vous êtes arrivé à Marie? Elle était à Karakosh? Elle vivait à Karakosh? Non, à ce moment-là, elle était comme toute... enfin, je veux dire, elle venait d'être libérée. Quand elle a été libérée donc à la frontière du Kurdistan, et elle était à Erbil, qui est donc la capitale du Kurdistan. Ça, et elle avait trouvé refuge là. Enfin, sa famille avait fini par la récupérer, puis après, elle a vécu seule. Donc, ça a été un long moment où on a approché, notamment cet homme dont on parle dans le livre, qui est un héros, qui s'appelle Johanna dans notre livre, et qui est dans la vie normale aussi d'ailleurs. Et voilà, et donc petit à petit, ça a mis très longtemps, ça a mis plusieurs mois, parce qu'évidemment elle voulait pas parler, elle était complètement en train de se reconstruire, c'était horrible. Et puis en plus, si vous voulez, par rapport aux autres esclaves yézidis dont on a pu parler, ou dont on a fait des livres, elle est restée 2 ans. Je veux dire, ça a rien à voir en fait, comme Ordali, comme martyr. C'est terrifiant. Et donc vous avez réussi. Et non, mais c'est intéressant parce que le paradoxe, elle ne voulait pas parler, et ensuite elle vous a dit dites tout. Alors, elle voulait qu'on écrive tout.
tout. Et si vous voulez, à la fin, on s'est retrouvé avec 100 pages de notes à l'avoir écouté, mais c'était une succession d'horreurs dont on n'a pas voulu faire l'économie dans le livre. Je pense que c'est aussi un des premiers livres, c'était un risque, on en a parlé avec l'éditeur, où on nommait rien. C'est-à-dire que voilà, les choses sont détaillées, les choses crues, les choses... Voilà. Bon, après, elles sont aussi recontextualisées, on parle aussi des mythes, des mythologies des chrétiens d'Orient, et puis de la question de Dieu, finalement, qui se pose pour eux, parce qu'après avoir vécu une horreur pareille, comment elle a réussi à tenir, d'ailleurs, justement, vous racontez, mais... Elle avait une... c'est terrible parce qu'il faut lire ce livre. Une volonté de vivre incroyable. Ouais. Et ce qui était fascinant, c'est qu'elle s'appuyait toujours sur les propres lois de l'État islamique. Parce que l'État islamique, aussi bizarre que ça puisse paraître, a des lois qui détaillent à peu près toutes les turpitudes et les horreurs qu'ils peuvent commettre vis-à-vis de leurs esclaves. Alors Sarah Daniel, on va en parler. Vous dites le manuel de l'esclavage, un peu la Convention de Genève du djihadisme, ce manuel hallucinant, écrit. Effectivement, on va en parler après ceci. On se retrouve à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons à parler du califat, de cette période, de cet enfer, période terrible, entre 2014 et presque 2018-2019, avec La putain du califat, ce livre passionnant écrit par Sarah Daniel et Benoît Canabus. Et Sarah Daniel, vous parlez dans votre livre, justement, de ce manuel de l'esclavage. C'est un manuel écrit, quoi. C'est presque une espèce de, vous dites, Convention de Genève du djihadisme. Ah oui, parce que c'est un peu l'étape de la loi qui régissent la manière dont on traite les esclaves. Alors nous, on a l'impression que c'est tellement un raffinement dans l'horreur que l'homme est lâché, mais en fait pas du tout. Il doit respecter certaines lois. Et d'ailleurs, parfois, il ne les respecte pas. Et Marie va aussi survivre en s'arc-boutant sur ses règles. Et parfois, on peut frapper de telle façon, mais pas de telle façon, etc. Exactement. etc. Et en portant ses propriétaires devant le juge islamique. D'accord. Donc voilà. Donc oui, il y a des règles très précises. On peut pas partager parce qu'on peut parfois partager son esclave à plusieurs, mais on n'a pas le droit à ce moment-là de la consommer entre guillemets à plusieurs. Il faut que l'un la cède à l'autre. Enfin voilà, il y a tout un tas de lois précises qui régissent cette horreur. Mais d'ailleurs, on voit que quand ils ne respectent pas la loi, finalement, les hommes peuvent aller encore beaucoup plus loin dans la barbarie. Dans la barbarie. Oui, mais vous parlez... Les femmes dans cette région du monde ne sont pas particulièrement bien traitées, on va dire. En fait, quelque part, on va dire, c'est pas des êtres humains, quoi. Enfin, ils sont pas considérés comme des êtres humains, les femmes. Les femmes ne sont pas considérées comme l'égal de l'homme, ça c'est certain. Et après, des êtres humains, après, ce sont des régions très dures, l'Irak, qui sont minées par les guerres, par les conflits, mais oui, là, en effet, les femmes sont vraiment un sous-genre. Et ce qui avait de terrifiant aussi dans le témoignage de Marie, c'est qu'elle avait conscience aussi que les femmes légitimes de ses propriétaires n'étaient parfois pas tellement mieux traitée qu'elle. Et voilà, elle recevait aussi des coups, et notamment jusqu'au moment où un de ses propriétaires va tuer sa femme, parce que voilà, oui, carrément. Peut-être il en a assez, ou peut-être qu'il veut aller vivre tranquillement avec son esclave. Et c'est vrai qu'il y a des détails terrifiants. Enfin, ce vieil impuissant qui n'arrive pas et qui donc se venge en la battant encore plus, etc., etc. Enfin, des histoires vraiment terribles, mais que vous avez très bien fait de dire, parce que si on ne dit rien, si on se contente de faire de la sociologie, eh ben on ne voit pas le réel. Est-ce que ces femmes et ces êtres humains ont vécu? Et vous dites justement la grande différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est que Daesh promettait le sexe ici et maintenant, pas dans le paradis des houris, etc. Alors ils ont évidemment cette conception paradisiaque avec des houris qui vont les attendre en plus grand nombre. Mais oui, en effet, c'est la grande différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est que ça soit au niveau pécunier ou au niveau sexuel, finalement, la rétribution va arriver dès la vie terrestre. C'est pour ça que ça a eu un effet d'appel incroyable. Et ce système de l'esclavage qui a eu lieu dans le califat était une manière de leur donner un avant-goût du paradis, de leur procurer des femmes qui étaient à leur disposition.
Et voilà, et c'est vrai que ça a amené notamment beaucoup d'Occidentaux et d'Européens à attirer. Les femmes autant que vous voulez, etc. Vous racontez ce Rachid qui a vendu sa voiture. Oui, qui a préféré vendre sa voiture parce qu'à un moment il était tellement infatué de Marie qui voulait le. Ouais, qui voulait l'acheter et que donc. C'est ça. Et en fait, il y a autre chose aussi étonnante, c'est il y a des prix évidemment, des prix comme un marché évidemment. Et vous dites, vous le racontez, on le sait, la chrétienne c'est denrée rare, donc c'est la plus chère. Oui, c'est ça, parce que c'est un peu étonnant, si vous voulez, si on se met dans l'immonde logique. De ces tortionnaires, évidemment, les jeunes yézidis, plus on était jeunes, plus on était fraîches, plus on avait de prix. Mais en même temps, Marie, elle était pas du tout dans ce cadre-là, puisqu'elle était plus âgée, mais elle avait l'avantage d'être chrétienne, d'avoir les cheveux blonds vénitiens, et donc voilà. Et donc dans leur logique tarifaire, elle était surévaluée. Elle était et puis j'imagine qu'il y avait aussi la religion, quoi. Le fait d'être chrétienne, les yézidis, ils ont beaucoup d'appréhension contre eux. Ils sont, ils comparent à des adorateurs du diable sans comprendre vraiment leur religion. Oui. Et alors que là, chrétien, c'est quand même la religion du livre. Et puis souvent, il faut aussi se rappeler. Il y a la revanche aussi. Il y a revanche, etc. Bien sûr, il y a la revanche. Il y a tout l'imaginaire des croisades. Et puis surtout, il faut se rappeler qu'en Irak, ils avaient un statut particulier, les chrétiens. Du temps de Saddam Hussein, ils composaient à peu près 40% des médecins, 30% des ingénieurs. Voilà, c'était un peu la colonne cérébrale du pays. C'était une élite. Oui, c'était une élite. Donc voilà, avec tout peut-être le ressentiment que ça peut inspirer. Et est-ce que vous racontez dans votre livre, je voudrais que vous racontiez, est-ce qu'elle a senti à des moments dans ce calvaire, dans cette période terrifiante où il fallait survivre évidemment, il y avait une solidarité des femmes, ou au contraire, ou chacun pour soi? Vous savez, ça dépendait. Il y a eu, bien sûr, si vous voulez, l'histoire de son calvaire, elle n'est pas uniforme, autrement ça serait terrible à lire. Il y a eu des moments, il y a eu des épisodes, il y a eu malgré tout des mini-répits, des gens qui ont été plus agréables avec elle que d'autres, des moments où elle a pensé être sauvée. Enfin voilà, c'est toute une aventure que son martyr. Mais les femmes, c'était un peu comme pendant les camps, dans les camps de concentration, si vous voulez. Il y avait aussi des juifs qui, pour s'en sortir, essayaient de trouver une manière de s'accommoder avec le tortionnaire. Et donc il y a eu des jalousies aussi beaucoup entre ces femmes, et il y avait un ressentiment parfois des yézidis vis-à-vis des chrétiennes. Elle les méprisait un peu parce qu'elle était beaucoup plus éduquée. Ces filles qui venaient des montagnes, elle nous en parlait assez durement, en reprenant même tous les schémas des musulmans contre elle, quoi. Et puis elle se jalousait. Et puis aussi les hommes dans leur perversité faisaient un petit peu comme des combats de coq entre ces femmes. C'était terrible, quoi. Et les dressaient les unes contre les autres. Elles s'épiaient, elles allaient cafeter. Voilà. Elle a fait ça. C'est toute la misère des. Mais ça, si vous voulez, c'est la terrible misère des hommes, quoi, enfermés. Avec tous les instincts qui se déchaînent à ce moment-là. Oui, les pires instincts qui se déchaînent, ouais. Et honnêtement, Sarah Daniel, vous êtes grand reporter, vous allez sur le front de beaucoup de guerres, vous allez sur le front de beaucoup de conflits. Quand vous avez écouté Marie, vous attendiez à ça, ou ça vous a quand même ça m'a rappelé il y a très longtemps, j'avais écouté un rescapé de Sobibor, et à la fin Sobibor du camp de concentration. Et à la fin j'en étais malade physiquement. Voilà, si vous voulez, là il y avait des moments où Benoît et moi on lui disait mais on va faire une pause, on va arrêter, on va. C'est pour ça aussi qu'on s'est promené en Jordanie. Alors en plus on est allé au bord du Jourdain.
c'était très symbolique, c'était très beau comme promenade, mais c'était épouvantable à écouter, parce que en plus, chez les victimes, il y a une manière de se désincarner aussi, et elle racontait en détail incroyable toutes les exactions, et évidemment, elle avait beaucoup de mal à reconnecter avec ses émotions. Mais nous, on ressentait ces émotions. Quelqu'un à l'étranger, quoi. Elle oui, et en même temps dans un détail infini. Et puis elle comprenait pas que parfois on avait le souffle coupé, qu'on pouvait plus l'entendre. Elle nous disait mais continuez, posez-moi des questions, ça va, oui c'est ça. Elle était un peu dissociée d'elle-même. Et donc ce qui fait que aussi pour restituer son témoignage, on a fait un travail d'enquête autour d'elle, de sa famille, et puis aussi qu'on a un petit peu, si vous voulez, enrichi le témoignage d'autres récits qu'on avait. Voilà, c'est un récit littéraire et plus, enfin voilà, plus qu'une enquête. Mais donc on peut dire que vous n'êtes pas totalement sorti la même que là où vous étiez entré, Sarah Daniel. Non, bien sûr. Et puis là, je crois que j'ai touché... Vous savez, quand on a cette volonté de faire ces reportages, on veut toucher le mal absolu, quelque part. Je pense, le comprendre. Et vous pensez que vous l'avez touché, là ? En tout cas, je pense que j'ai approché de très près, là. Ouais. On va en parler tout de suite après, effectivement, les informations. Et on reste avec Sarah Daniel, avec ce livre passionnant, terrifiant, mais... tellement à lire, La putain du califat. Voilà, vous pouvez réagir, n'oubliez pas, au 0826 300 300, venir justement poser des questions à notre invitée Sarah Daniel, venir justement réagir aussi et nous dire tout simplement ce que vous en pensez, si cela vous touche. Voilà, on vous attend, 0826 300 300 à partir de 13h. Et puis, vous pouvez revenir sur les autres sujets. Gabriel Attal qui dit que les stations de ski sont finalement toujours fermées, dans le brouillard, Gabriel Attal. Et puis l'Amérique, évidemment. De quoi cette insurrection, cette révolte qui a eu lieu hier. Et non, on vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Sarah Daniel, la question qui ne fâche pas du tout, mais la question que je voulais vous poser, parce que c'est à la femme, à la journaliste, à la grande reporter que je m'adresse, c'est qu'on a eu quand même l'impression, pendant longtemps, on l'a toujours, qu'un certain nombre de proclamés, en tout cas d'autoproclamés féministes ou ultra-féministes, etc., veulent bien parler d'un certain nombre, vous savez, et Dieu sait s'il y a des féminicides, s'il y a des hommes partout en France et ailleurs qui maltraitent leurs femmes, voire qui les tuent ou qui les tabassent, etc. Mais quand il s'agit justement de parler du côté de ce qui se passe au Moyen-Orient ou ailleurs, notamment dans ce qui s'est passé pour l'État islamique, mais qui se passe encore dans d'autres pays, on a l'impression qu'il y a une espèce de gêne chez ces féministes, une espèce, je ne dirais pas de chape de plomb, mais quelque chose qui consiste à dire oui, mais c'est pas du tout la même chose. Et pour citer quelqu'un, c'était, je crois, Ouria Boutelja, qui allait elle très loin, et disait si une femme noire se fait violer par un noir, il faut pas qu'elle le dise parce qu'il faut quand même qu'elle protège la communauté. C'était pas exactement ça qu'elle disait, mais c'était ce sens-là. Et là, ça allait très loin. Mais comment vous expliquez cette espèce de, je ne dirais pas de double langage, mais de double traitement en géométrie variable? Ben oui, c'est vrai que c'est très étonnant, et je pense que quelqu'un comme Marie ne comprendrait pas toutes ces nuances et ces subtilités, parce que voilà, il y a un mouvement MeToo qui est très bien, enfin magnifique, mais il faut qu'il y ait un MeToo aussi au Moyen-Orient. Je veux dire, la situation de ces femmes, elle est quand même encore bien pire que celle que connaissent les occidentales. Donc voilà, il n'y a pas deux poids deux mesures. Il faut parler de tout ça, et il faut parler de tout ce qui fâche. Il faut aborder toutes les questions, et il ne faut pas avoir des prismes de savoir est-ce qu'il faut être un peu moins violent avec une certaine population parce qu'elle est déshéritée, parce que non, mais je vais vous dire, les femmes dans ces pays déshérités, justement, elles le sont doublement, triplement. Donc voilà, maintenant il s'agirait peut-être de se consacrer à ces femmes-là aussi, quoi, à dénoncer leur situation aussi. C'est ça, et c'est ce que vous avez fait. C'est pour ça que votre livre est vraiment important, et il arrive à son heure, enfin, comme tous les livres qui disent des choses. Et à votre avis, vous l'avez rencontrée, elle est partie, maintenant elle est heureusement hors d'atteinte, enfin on l'espère. Est-ce que ces femmes-là, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut se reconstruire? On peut bien sûr, mais je veux dire, on peut se reconstruire
je ne dirais pas retrouver un état normal, d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire un état normal, mais au moins retrouver une vie que nous appelons normale, notre vie à nous. Écoutez, je ne pense pas. Elle en rêve, elle aimerait retrouver une vie normale, elle aimerait, j'imagine qu'elle aimerait même se remarier, elle aimerait avoir... des enfants, peut-être des enfants, mais enfin, je sais pas. Mais en tout cas, elle est habitée de cauchemars, elle est très fragile, elle a parfois des hallucinations. Enfin, voilà, c'est des choses, quand on a vécu ça pendant 2 ans... Et les autres femmes que vous avez vues, parce que vous n'avez pas vu que Marie, vous avez rencontré d'autres personnes, c'est un peu la même chose. Enfin, ça marque, quoi. On reste toujours traumatisé. Après, il y a différents niveaux de traumatisme. Je veux dire, à ce point-là, quand pendant 2 ans on est coupé de tout, qu'on subit ce calvaire, non, je pense pas qu'il y a de... C'est terrible à dire, mais elle est très volontaire, elle veut vivre, donc mais elle sera toujours habitée par ce qu'elle a vécu. Et alors aujourd'hui, dans les régions que vous avez, en tant que reporter, que vous avez visité, que vous avez vécu, aujourd'hui, est-ce que la situation, vu ce qui s'est passé récemment avec les Kurdes, avec les combats d'Erbil et ou ailleurs, est-ce que la situation est revenue à une certaine normalité, disons pas la normalité à l'occidental, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus dans cette région ou il se pose toujours? Il se pose toujours, et on sent que c'est vraiment le feu qui couve sous la cendre. Tous les problèmes de communauté sont entiers. Maintenant, c'est les chiites qui ont pris la revanche sur les sunnites, donc ça va... construire à nouveau un ressentiment, et il y aura après il y a eu Al-Qaïda, il y a eu Daesh, et il y aura un Daesh 2, enfin je sais pas comment il s'appellera, mais et voilà, donc on sent que tout ça est très très éruptif. Il y a le rôle des Iraniens qui est maintenant prégnant en Irak, qui font un peu la loi, donc il peut y avoir un retour de bâton, du bâton terrible, enfin du bâton du diable. Oui, bien sûr. En plus, il y a les Turcs qui vont sans doute intervenir au Kurdistan. Enfin voilà, non, ça, il faut se préparer encore à couvrir un certain nombre de guerres en Irak, malheureusement. Juste un mot sur... aujourd'hui, ça tombe comme ça, c'est l'anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo il y a 6 ans. Vous savez, comme tout le monde, et mieux que tout le monde, qu'un certain nombre de journalistes, etc., sont morts. Il y a eu un véritable massacre avant celui du Bataclan. Ça vous inspire? Est-ce que pour vous, c'est un peu la même combat, le même ennemi à affronter? Absolument, c'est le même ennemi. Moi, quand l'attentat de Charlie Hebdo a eu lieu, je suis allée tout de suite sur les lieux parce que j'avais un ami dans la rédaction pour lequel je m'inquiétais. Et quand je suis arrivée sur les lieux, je me suis dit, j'ai pas vu de différence entre tous les attentats que je couvrais en Irak ou toutes ces manifestations-là. Je me suis juste dit, voilà, maintenant, comme je le savais, c'est en train d'arriver en France, puisque que ça soit. Vous le saviez. Parce qu'en Irak, on me parlait tout le temps de la France. Je veux dire, c'est une cible depuis les histoires du voile, depuis la France est ciblée par les salafistes du monde entier, et en particulier dans ce chaudron irakien. C'était la menace, elle était très très dirigée. Donc moi, évidemment, je m'y attendais. J'étais toujours même surprise que ça n'arrive pas. Et puis évidemment, c'est arrivé. Eh oui. Clémence, est-ce que nous avons des... Alors oui, vous allez tous nous appeler 0826 300 300 et nous vous donnons la parole dans quelques instants. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est dans tous ses états avec son invité Sarah Daniel. Je rappelle le titre de son livre La putain du califat aux éditions Grasset. Et vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous réagissez aussi à ces sujets. On donne tout de suite la parole à Laurent de Montpellier. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à tous, meilleurs vœux. Mais bonjour aussi. Bonjour à votre invité, Madame Daniel. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, donc votre livre, je ne le connais pas d'ailleurs, mais c'est intéressant. Vous avez fait un gros travail là de recherche pour comprendre comment fonctionnent un peu ces sociétés un peu arriérées quand même, qui considèrent la femme comme un objet plutôt qu'autre chose. Ça, c'est bien dommage. Et oui. Oui, enfin, et c'est aussi c'est une idéologie complètement totalitaire qui est née comme un monstre aussi sur ce terrain très très éruptif qu'est l'Irak. C'est un Daesh, c'est vraiment le summum un peu de l'horreur, quoi. C'est vrai. Oui, Laurent.
Oui, donc aussi pour parler des États-Unis rapidement, je pense que sur un territoire donné, quand on laisse un équilibre ethnique se réaliser idéologique, c'est-à-dire il va y avoir beaucoup de Mexicains, beaucoup d'Européens, et à la fin il y a obligatoirement des tensions qui se créent, parce que chacun peut prendre la main. Hein, et c'est pour ça que dans les sociétés d'ailleurs totalitaires comme en Irak et tout ça, il n'y a aucune contestation possible, parce qu'il y a un groupe dominant et qui verrouille tout. Donc il n'y a pas de guerre interne. Et là, le problème des États-Unis, à cause de cet équilibre qui se crée maintenant démographiquement entre plusieurs ethnies, plusieurs idéologies, eh ben, on risque d'avoir des clashs, quoi, tout simplement, hein, comme la Yougoslavie, comme enfin, c'est pas du tout comparable en tant que tel, mais quand les forces sont équilibrées, il y a un combat possible. Oui, non, c'est vrai. En même temps, vous savez, l'Amérique a toujours été un pays d'immigration. Depuis toujours, ça a été sa vocation. Bien sûr qu'il y avait les Indiens d'Amérique, bien sûr. Mais je veux dire, ça a été depuis 2 siècles un pays d'immigration. Et c'est un pays qui, jusqu'à présent, je crois, a tout à fait survécu à cela. Non, je crois que le vrai problème, et je peux me tromper, hein, moi personnellement, je crois qu'il se pose en Amérique et il se pose un peu partout, c'est une opposition qui n'est plus gauche-droite au sens traditionnel du terme, qui est entre, je dirais, les globalistes, les mondialistes et les souverainistes. Et je pense que ça va jouer énormément en Amérique, comme en Europe, comme ailleurs. Il y a des tensions qui vont se passer, et bien sûr qu'il y aura des tensions ethniques, et bien sûr qu'elles existeront, mais je crois qu'au-delà de ces tensions ethniques, il y a véritablement un problème de savoir dans quel pays j'habite, qui suis-je, etc. Un problème d'identité au bon sens du terme, au sens littéral du terme, et que je crois que ce problème va être sauvé et va être, abordé. Il va être sur le devant, et surtout en Amérique, où justement les problèmes d'identité se sont toujours posés. Et il y a eu coexistence communautaire, il y a eu une paix communautaire, mais il y a eu aussi de guerres communautaires et des éruptions. Sarah Daniel, vous connaissez bien l'Amérique, vous êtes allée en reportage. Vous en pensez quoi de ce qui s'est passé? Pas spécifiquement, enfin, sur l'histoire de Capitole, mais ce qui peut se passer. Si vous voulez, moi, j'étais allée pour couvrir la campagne, et ce qui m'avait vraiment frappé, mais comme de manière encore plus aiguë qu'avant, c'est comme l'Amérique est coupée en deux. Et comme l'Amérique, les deux bouts d'Amérique ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas. J'ai été allée à un meeting de Alexandra Ocasio-Cortez, et c'était dans le Queens, avec des drag queens. Enfin voilà, c'était incroyable. Et voilà, fort sympathique. Mais comment si vous voulez, les électeurs de Trump ou les électeurs de la Bible Belt peuvent se sentir représentés par... Voilà, il y a un moment, il faut quand même avoir une communauté, faire nation. Vous avez vu une vraie fracture de l'Amérique. Ah mais oui, et puis il y a une haine qu'on voit aussi émerger un peu en France. Mais là, vraiment, j'étais très... Et moi, pour tout vous dire, enfin bon, j'attends toujours que les catastrophes arrivent, mais je pense que j'attendais qu'il y ait, juste au lendemain des élections, un peu plus une éruptivité comme celle qu'on a vue hier. Ouais. D'accord. Allez, on va aller dans les Yvelines. On va donner la parole à Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Claire. Bonjour, déjà une année plus douce pour tout le monde. Absolument. Oui, alors je me permets de réagir par rapport à l'ouvrage courageux que sort votre invité. Oui. Merci. Il faut le dire, parce qu'on tape toujours sur les chrétiens et c'est très grave. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui se passe. On a l'impression de retourner 2000 ans en arrière. Et je voulais aussi faire une petite réflexion sur... je pèse mes mots. Hein. Non, mais allez-y. Vous pouvez tout dire. Les musulmans radicaux que nous avons en France et qui sont dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certaines banlieues, et qui veulent instituer et qui ne considèrent pas la femme. Voilà. Et même un policier, il y a quelque temps, sur une radio, je ne sais plus si c'est chez vous ou une autre, a fait part de la prostitution dans certains quartiers sensibles avec des mineurs. Voilà. Et moi, je ne veux pas que la France bascule dans 20-30 ans dans une... On ne sait pas. Voilà. Parce que les minorités agissantes, c'est très dangereux. Voilà.
Sarah, Daniel. Oui, mais je vais vous dire, moi, musulman, chrétien, juif, je veux dire, on a des lois, il faut les appliquer, il faut les faire respecter, et dans notre pays, et ça, on le mesure à chaque fois qu'on va, comme moi, qui parcourt le monde et certaines zones déshéritées, comme on a de la chance encore de vivre ici. Et donc voilà, il faut tenir bon, être républicain, faire évidemment faire bloc, et faire respecter la loi et la République. Mais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Bonne Claire. journée. Merci à vous. Allez, on retourne au 0826 300 300. On donne la parole à Florence qui nous appelle du Pays Basque. Bonjour Florence. Oui, bonjour Bonjour Florence. Sud Radio, bonne année. Vous aussi, vous aussi. À tous, ça va être dur. Oui, bonne année démasquée, décovidée et démanipulée. On espère, les 3D. Oui, donc moi j'appelais pour parler sur Trump, mais c'est vrai que votre invité, on peut dire qu'elle est courageuse parce que bon voilà, là je viens encore de voir, il y a une petite jeune qui se fait violer par cinq mineurs dans un appartement sur Paris. Bon voilà, c'est toujours pareil, et puis surtout on les protège quoi. Moi je vois à Bayonne, quand il y en a un qui a mis le feu à la mosquée, on a dit son nom directement avec d'où il venait et sa photo, et là c'est comme d'habitude, on ferme sa gueule. Bon bref, heureusement qu'il y a des femmes comme votre invité et puis notre radio, etc., on va se battre pour retrouver notre souveraineté féminine. Mais oui, moi je voulais... sur Trump, oui, allez-y. Il y a une chose que je comprends pas, c'est que quand il y a une fraude, qu'est-ce qu'on fait ? On fait revoter. Moi, je comprends pas. Moi, évidemment, je suis plus ou moins pour Trump, parce qu'il a fait quand même pas mal de choses bénéfiques pour son pays. Il y a une fraude, on fait revoter. Je veux dire, il est où le problème ? Là, on a perdu 2 mois. On perd 2 mois à faire des tergiversations. Alors tout le monde parle, etc. Oui, nanana. Et bon, il y a une fraude, suspicion de fraude. On fait revoter le peuple. Et voilà où on en arrive. Il y a eu 5 morts. C'est une mascarade. C'est-à-dire, quand on voit, moi, Biden, personnellement, pourquoi je suis pas pour Biden ? Parce que quand je sais qu'il a trempé avec Obama, où il était secrétaire d'Obama ou de non, Clinton. il était vice-président, oui. Vice-président. Voilà, Clinton qui a foutu les pieds comme par hasard avec des histoires de pédophilie sur une pizzeria qui a eu le nom, enfin avec l'affaire Weinstein, etc. Vous comprenez bien pourquoi il y a des gens qui veulent pas voter Biden. Mais je veux dire, mais tout ça fait peur, parce qu'en France c'est pareil. Quand on voit Macron qui se lève à 3h du mat pour parler, vive la victoire de Biden, et puis par contre il s'est pas levé là pour les soldats maliens là, hein? Ils ne sont pas levés. Alors, il commence à y en avoir marre. Tout ça, c'est des conneries. Et ils font exprès pour qu'on fasse la guerre civile. Moi, je les comprends un peu, les gens du Capitole qui sont allés là-bas. C'est normal, ils se sont fait voler. Moi, si je vote Le Pen ou Mélenchon ou n'importe qui, si je sais qu'il y a suspicion, on sait qu'il y a suspicion avec les dominions, avec le truc par vote, là. La machine à voter, oui. Et voilà. Et pourquoi des gens sensés, M. Berkoff, on refait un vote. Il est où le problème, vous voyez ? Le problème, ce qu'il y a eu, et c'est moi personnellement, mais encore une fois à titre personnel, j'ai regardé tous les dossiers et je pense qu'il y a eu fraude, et je pense qu'il y a eu fraude massive, mais enfin c'est très contesté, mais beaucoup de gens et les juridictions américaines ont refusé, ont en tout cas considéré, à tort ou à raison, l'histoire le dira, qu'il n'y avait pas fraude massive. On l'a pas recompté parce qu'aucun des juges, vous savez, c'est par État, je demanderai à Sarah aussi de préciser cela. Si vous voulez, c'est par État que ça se passe, hein. C'est le gouverneur de l'État, c'est par État, c'est pas comme nous centralisé. Donc il y en a qui ont absolument refusé, d'ailleurs la plupart ont refusé, et donc on a considéré qu'il n'y avait pas de fraude, et le recomptage qui aurait pu avoir lieu si la Cour suprême s'était déclarée, la Cour suprême est restée en dehors du débat, le département de la justice aussi, et donc on a considéré, en tout cas toute une partie du système considéré qu'il n'y avait pas de fraude, et donc il n'y a pas eu recomptage, comme
comme le voulaient effectivement un certain nombre de sénateurs républicains et Trump. Sarah, est-ce que c'est pas un peu quand même... Moi, je trouvais quand même que le fait de nier complètement qu'il n'y ait rien eu dans le vote par correspondance, dans les votes par Internet et dans Dominion, que dire circuler et rien à voir, ça m'a paru un peu excessif. Oui, je pense que en fait le pays a joué la paix sociale aussi. Ils n'ont pas voulu voilà, recommencer à recompter. Vous savez, il y avait eu le même problème qui s'était posé au moment de Bush. Bush et Gore. Il y a 20 ans. Et ben là, au moment de Bush, c'était les républicains qui l'avaient emporté. Maintenant, c'est les démocrates. Voilà. Moi, je pense que le plus important maintenant pour les États-Unis, c'est qu'ils remettent à plat leur système électoral et leur manière de voter, parce que c'est fou, quoi. On a vu des situations délirantes dans les États où tout d'un coup des gens qui étaient morts avaient été élus. Qui ont voté. Non, et puis, enfin, ce truc, quand même, faut le dire, à 3h du matin, 6 États ne recomptent plus, et puis d'un coup, dans la nuit, paf, on passe à 5000 voix pour Biden, 10 000 voix, 100 000 voix, etc. Enfin, bon, il y a eu quand même des choses un peu... Mais, vous savez, c'est le système américain, je crois que, je rejoins Sarah Daniel là-dessus, il faut totalement le changer, et de ce point de vue, la France, heureusement, vous savez que la France refuse le vote par correspondance, justement parce qu'il est générateur de fraude. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez continuer de poser des questions à Sarah Daniel, justement, qui nous présente cette histoire terrible de Marie, esclave sexuelle, prisonnière à Mossoul et à Raqqa, esclave du djihadisme. Et puis, vous pouvez évidemment revenir sur ce qui s'est passé hier au Capitole aux États-Unis. Avec Sarah Daniel, qui nous présente ce livre, La putain du califat, aux éditions Grasset. Et puis, vous aussi, vous êtes là et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Allez, on va partir à Bordeaux. On va donner la parole à Olivier. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour, Olivier. Bonjour à vous tous. Je voulais juste revenir sur ce qui s'était passé un peu l'année dernière, hier aux États-Unis. Oui. Et surtout revenir il y a 2-3 jours, vous avez invité Charles Gave. Oui, exact. Que vous avez présenté comme un grand spécialiste des États-Unis. Donc quand vous me présentez quelqu'un comme un grand spécialiste des États-Unis, je m'attends à avoir de l'information. Or, ce monsieur, il ne vient pas informer, il fait de la politique. Et vous l'avez laissé faire. Sans à aucun moment arbitrer ce qu'il nous disait. Et je vois avec l'auditrice d'avant que les mots qu'il dit ont un impact, et tout ce qu'il nous a prédit, il n'y a rien qui est arrivé hier. Il nous a dit, il y a un dossier de 12 000 pages, vous allez voir, le vice-président a déjà tous les éléments. Oui. Non. On a vu quoi hier? Attendez, le dossier Oui. Non, mais pardon, juste Olivier. Vous dites, vous l'avez laissé faire, etc. Il a quand même dit beaucoup de choses, Charles Gave. Il a dit, par exemple, que dans les 5 ou 6 États contestés, le compte s'est arrêté, et on le sait, à 2h du matin, alors qu'il fallait recompter toute la nuit, et que, comme par hasard, il y a eu un basculement de voix hallucinant après. Il a parlé de l'histoire des rapports, vous savez, c'est au-delà de Charles Gave. Vous pouvez les consulter, alors c'est très simple, je dis ça à tous les auteurs de radio, qu'ils aillent voir le compte de Sidney Powell, qu'ils aillent voir le compte de Rudy Giuliani, qu'ils aillent voir tout ça est là. Je ne peux pas vous les présenter, le rapport à la radio. Non, je ne vous le demande pas, bien sûr. Non, bien sûr. Il suffit d'aller sur Internet et d'aller voir, il y a eu quand même des centaines de gens qui ont signé sur la foi du serment. Et vous savez qu'en Amérique, si vous signez sur la foi du serment et que vous parjurez, c'est pas très rigolo, voilà, les tribunaux. Donc, il y a eu quand même une masse de documents. Alors, voilà, je ne peux pas en dire plus, j'étais pas là, mais simplement, dont on n'a absolument pas tenu compte. Gave s'est contenté de dire, lui pensait, alors il s'est trompé, que Mike Pence allait effectivement prendre sur lui d'appuyer Trump, il a été son vice-président pendant 4 ans, il ne l'a pas fait, bon, ben c'est tout à fait son droit légitime, mais voilà, si vous voulez, je crois que... Oui, allez-y, Olivier, allez-y. Il n'y a pas d'arbitrage dans ce qu'il dit. Il prend un parti quand il explique que Biden est gâteux. Vous vous rendez compte du terme? Oui, mais le mec, c'est le président. Et je voulais juste vous dire un truc par rapport au vote. J'en sais rien. Et je crois qu'aucun d'entre nous ici savons si vraiment il y a eu une fraude massive. Mais je crois que l'écart de voix entre les deux, c'est 6 millions de voix. Oui, mais alors, est-ce que vous savez... Et le nombre de grands électeurs est aussi assez important. Ça ne se joue pas à 2 électeurs. Donc 6 millions de voix, c'est quand même énorme. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que la fraude, c'est 6 millions de voix. Je veux bien qu'on m'explique que même les juges républicains qui ont décidé de ne pas revoter étaient tous dévendus. Je veux bien qu'on m'explique que tout le monde est vendu
vendu et que le vice-président maintenant est un vendu, mais il y a un moment, il y a une notion d'équilibre quand on parle. Je veux dire, il en fait rien aujourd'hui d'expliquer ce genre de choses. Et les termes qu'il emploie, quand on dit qu'un président de la République, enfin un président des États-Unis est gâteux, mais ne me dites pas que c'est pas orienté. Non, c'est évident, mais attendez, je ne dis pas du tout que c'est pas orienté. Je ne dis pas que les gens n'ont pas leurs préférences. Et je ne dis pas que Charles Gave n'avait pas ses préférences. Ça, c'est évident. Mais d'ailleurs, il ne l'a jamais caché. Il n'a jamais dit que c'était, qu'il était il n'est pas journaliste lui-même et il n'a jamais dit qu'il était objectif. Le problème, c'est qu'il connaît suffisamment les États-Unis pour savoir qu'il y a eu quand même quelque chose d'étonnant. Je vous dis, je vous renvoie vraiment à aller sur je sais que ça vous intéresse, Olivier, allez sur Internet, allez consulter les rapports de Sidney Powell, de Giuliani, de Linwood et tout ça. Ce sont des rapports, ce ne sont pas des opinions. Et vous verrez qu'on a fait voter les morts, qu'il y a eu, et sur les votes par correspondance, une espèce d'extraordinaire redistribution des cartes. Et ne parlons pas de dominion. Mais moi, je vais vous dire ce qui m'étonne dans cette histoire. À supposer que je ne comprends pas qu'aucun journaliste n'ait fait une enquête juste pour dire d'aller aux États-Unis, même chez nous, dans la presse française. Je suis à 100%. Voilà. Pourquoi on n'est pas allé aux États-Unis pour dire, écoutez, on est allé voir partout, et on revient, on vous dit, tout ça c'est du pipeau, il n'y a pas de fraude, on est allé voir, on a pris le temps d'aller voir, etc. C'est vrai, Sarah Daniel, moi je suis très frappé, pas seulement pour la presse française, que personne n'ait fait l'enquête, n'est allé pendant un mois, le 3 novembre, c'était il y a un peu plus d'un mois, pour dire, allez, on va voir comment ça s'est passé cette histoire. Mais je crois que j'ai vu passer dans la presse des journalistes qui témoignaient de leurs sentiments, parce que comme dit votre auditeur, moi je pense qu'on peut pas savoir là. Et vous imaginez ce que ça mobiliserait en plus, c'est-à-dire on peut aller en reportage, aller couvrir je sais pas combien d'endroits où on vote, et c'est pas pour ça qu'on aura une opinion définitive et qu'on saura vraiment ce qui se passe. Donc c'est un peu dangereux en plus de se prononcer avec des informations partielles. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas savoir quand même que on va pas faire toutes les États-Unis, comme vous dites, il faudrait 3 ans. D'ailleurs, ils le feront peut-être. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller quelque part? Moi, j'ai été frappé même dans la presse américaine, qui évidemment est anti-Trump à 90%. Mais allez voir, dites, écoutez, on est allé en Pennsylvanie, on est allé en Georgie, on est resté, on a refait la chose. On n'a pas recompté, bien sûr, on a fait l'enquête, il y a quand même des problèmes. Oui, mais comme vous venez de le dire, c'est vrai que la presse américaine est à 90%, et donc il ne serait pas non plus entendu, vous voyez, donc c'est un peu... Et puis Olivier, je voulais vous dire simplement, Olivier, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Olivier, je vais vous dire quelque chose, moi ce qui m'a aussi frappé, vous dites effectivement, on ne peut pas dire Biden, sénile, grabataire, c'est vrai que c'est pas peut-être les mots qu'il faut employer. Mais je rappelle que pendant 4 ans, on a dit que Trump était fou, qu'il était déséquilibré, qu'il était un espion russe, qu'il était un partouzard à Moscou. Ça n'a pas arrêté. Et on l'a dit sur tous les tons, sur tous les temps. Alors que Trump soit fou, ça passait. Que Trump soit déséquilibré, que ce soit un fasciste, etc., eh ben ça passait quand même. Et puis le reste, on peut... Voilà, c'est-à-dire, moi je crois qu'il y a eu quand même 2 poids 2 mesures dans cette histoire. Voilà. Alors, je vais vous dire, je suis aussi choqué qu'on puisse dire tout ça sur Trump, en fait. Hein. Ouais. Moi, je dis juste par rapport à votre... moi, je ne suis pas parti, je ne suis pas américain, j'en sais rien. Bien sûr. Tout ce que je sais, c'est que je pense que Trump, il s'y est mis tout seul, et pas par sa politique, mais par son caractère et sa personnalité. Ouais. Il est grossier, il joue sur la vérité, il ment, il balance des fake news. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est mis tout le monde à dos. C'est pas sa politique, c'est lui, en tant qu'individu. Alors après, on l'aime, on n'aime pas, c'est pas le problème. Moi, j'entends dire qu'il a fait des bonnes choses, c'est sans doute vrai, sans doute. Mais juste quand vous invitez quelqu'un, j'aimerais, quand on s'assoit, si c'est de l'info, c'est de l'info. Quand vous invitez Papacito, on sait. Je m'installe, j'écoute, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et moi, je pense que tout le monde doit parler, et j'écoute sur votre radio plein de gens avec qui je suis pas d'accord, mais ça m'intéresse, et je pourrais dialoguer avec ces gens avec grand plaisir. Là, on sait. Lui, vous le présentez comme de l'info. Vous le présentez comme un grand spécialiste des États-Unis. Non, je le présente comme quelqu'un qui connaît les États-Unis, mais dites-vous bien que, écoutez, n'importe
qui et dans n'importe quelle radio, dites-vous bien qu'il n'y a l'objectivité en tant que telle totale, elle n'existe pas. Chacun peut avoir ses inclinations, ça ne veut pas dire qu'il va raconter des histoires. Et je pense que Gave n'a pas raconté d'histoire. Il a effectivement donné des opinions, il a donné des avis, mais il n'a pas raconté l'histoire. En tout cas, nous continuerons à essayer d'être, je ne dirais pas le plus objectif, mais le plus pluraliste possible. Et puis surtout, continuez de nous appeler, d'accord ou pas d'accord. Justement, c'est aussi pour ça on parle vrai à Sud Radio et on vous attend à ce sujet au 0826 300 300. Venez réagir sur ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi au Moyen-Orient. On revient sur cette histoire terrible de Marie, esclave sexuelle, tout à l'heure. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les Français parlent aux Français, les auditeurs de Sud Radio nous parlent à nous et nous vous donnons la parole au 0826 300 300. Allez, on part dans les Yvelines, on donne la parole à Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à la dame que je n'ai pas écoutée, j'ai entendu... Bonjour Monsieur, Sarah Daniel. Sarah Daniel, oui, bonjour. Oui, le thème, je vous souhaite une bonne année à tous. À vous aussi. Même si, moi je suis croyant, pour moi la vraie année c'est 5700 machin bidule, parce que je crois pas que le calendrier de la Terre date que de 2000 ans. Enfin bon, ça c'est juste une aparté. Ouais. Voilà, je voulais dire à cette dame qu'elle est courageuse et qu'effectivement l'islam est une religion de misère et que c'est la mort. D'ailleurs ils s'habillent en noir, je sais pas si vous avez vu, et ils ont un voile sur la tête. On dit souvent que la religion c'est se mettre un voile. Voilà. Donc ça aussi c'est une aparté. Je voulais parler au niveau des États-Unis parce que je suis très déçu par Mike Pence. Qui était censé, d'abord c'est quelqu'un qui est soi-disant chrétien et qui fait même l'école du dimanche. Et là, je vois qu'il n'a pas respecté, si vous voulez, il a trahi ses valeurs. Et en plus de ça, il a prêté serment sur la Constitution en entérinant des viols graves de la Constitution. Il faut savoir que cette élection a été volée, des gens ont triché. Il faut dire ce qui est. Mais ça, c'est votre opinion ou c'est basé sur des faits? Parce qu'on nous reproche souvent... Non, c'est basé sur des faits. Je vais vous dire, je connais M. Guy Millière, je suis en connexion avec Drosinfo. Je connais pas mal de gens. Moi-même, je suis allé aux États-Unis. Ma femme est anglaise. Vous savez, on n'écoute pas les médias français. Tant qu'il y aura 7 ou 8 millions de gens qui regarderont TF1, on s'en sortira pas. Je vous le dis honnêtement, on s'en sortira pas. C'est votre opinion. Vous avez tout à fait Non, j'ai dit c'est votre opinion, vous avez tout à fait le droit de l'émettre. Oui, mais Monsieur Berkov, c'est mon opinion, mais au-delà de ça, c'est même une réalité. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une confusion en France. On dit que toutes les opinions sont bonnes à prendre. Mais on peut parler pendant 3 heures, mais à la fin, il faut que notre bouche soit oui ou non. Il faut prendre une décision. Parler, et si on ne prend pas de direction, ça n'amène que le chaos. Je suis désolé. Et alors pour vous, Mike Pence donc a trahi son serment sur la Bible d'ailleurs. Mais bien sûr, il a été acheté tout simplement. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les pays qui imposent autant le masque et qui continuent à nous faire croire je ne sais quoi, un virus qui tue 0,05 et qui est en 19e position taux de mortalité, on bloque pas toute une économie, un monde entier. Donc à Anguille sous roche déjà. C'est le bon sens minimum. Même un adolescent, un gamin, il comprend ça. Donc déjà. Et la deuxième chose, c'est que il a trahi. Vous voyez, j'ai perdu le fil de. Il a trahi. Oui, Mike Pence, vous parlez, oui. Oui, Mike Pence, il a trahi. Donc il se retrouve seul, Trump. Pourquoi il se retrouve seul? Parce que lui, il rentre pas dans le système. Ça y est, je recolle les morceaux. Il y a une ligne de crédit aujourd'hui, il faut le savoir. La mise en place de ces protocoles, de cette histoire de virus dont on se sert, c'est juste pour tenir les nations avec une ligne de crédit. Soit vous marchez dans la combine et vous avez la ligne de crédit, soit vous ne marchez pas dans la combine, vous n'avez plus d'argent. C'est tout simple. Ce qu'ils veulent, c'est amener l'économie par terre pour que les gens viennent leur manger dans la main et leur dire « Ok, maintenant, vous gardez votre maison, on vous sponsorise, parce que c'est la machine à billets qui marche là, c'est pas l'argent qui est créé, faut pas rêver. Comment ils vont engraisser, comment ils vont payer les restaurants, les bars qui veulent pas rouvrir? Donc les gens, ils attendent qu'ils soient dans une situation à plat ventre où ils vont les implorer et là, ils seront en position de force et ils auront un droit de vie ou de mort sur ces gens-là. S'ils rentrent dans le système et qu'ils disent « Vous savez, on appelle ça le lockstep. Le lockstep, c'est-à-dire on marche tous en rang d'oignon, comme les petits Chinois que le Parti communiste a bien dressé. C'est bien pour ça que l'Occident a fait une grosse connerie
en allant faire produire tous ces produits en Chine. Ils savaient très bien que les Chinois étaient très bien disciplinés, qu'ils allaient bien obéir au Parti communiste et qu'ils allaient pouvoir avoir des produits bon marché qu'ils pourraient revendre avec des bonnes marges. Aujourd'hui, ça nous retombe sur la gueule. C'est un effet de boomerang. Et ils ont fermé les yeux sur ce Parti communiste qui profite bien du peuple chinois. Et ben on est dans la merde. Et je peux vous dire que la Chine veut prendre sa revanche et ils lâcheront pas. C'est eux les financiers aujourd'hui. Donc c'est une histoire de fric, il ne faut pas rêver, c'est une histoire de fric. Soit vous marchez dans la combine des masques et tout ça, demandez à Loukachenko, il leur a dit merde. Et ben regardez, les gens sont venus dans la rue. Et vous regarderez bien tous ces conglomérats financiers, que ce soit les Big Five, les GAFA, que ce soit, parce qu'ils marchent tous main dans la main. Ce sont tous des démocrates, il ne faut pas rêver. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de gauche de connivence. Voilà. Et ben ces gens-là, ils ont le pouvoir aujourd'hui. Et si tu ne marches pas dans leur combine, et ben on va te faire crever. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent amener les gens dans une position tellement désespérante que les gens n'ont pas le choix d'avoir les menottes Patrick, aux mains. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être, non mais on a écouté, c'est votre analyse. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas accepter et qui ne vont pas être à plat ventre. Et vous savez, il y en a quand même pas mal. Je sais pas, Sarah, quelle est votre réaction par rapport à ce que dit bah écoutez, non, moi je sais pas trop bien comment réagir à ça parce que je pense pas qu'il y a un complot international sur les masques. Je vois pas très bien l'intérêt même des grands capitalistes de mettre les économies à genoux. Mais non, c'est pas un complot. C'est qu'ils veulent la domination, c'est tout. C'est simplement des gens qui veulent contrôler. C'est soit vous servez l'argent, vous contrôlez, soit c'est le peuple, la justice et l'équité. Mais c'est pas un complot, c'est au-delà de ça. Non, mais bien sûr, vous dites, en fait, c'est l'aboutissement du libéralisme de Locke et compagnie qui dit, voilà, un gouvernement mondial, etc. C'est pas nouveau, hein. Ça fait un siècle et demi qu'un certain nombre de théoriciens l'ont dit. Mais on va pas s'engager là-dedans. Simplement, vous savez, c'est toujours pareil. L'histoire, elle est faite. Je ne veux pas faire de philosophie à 3 sous, mais quand même, l'histoire, elle est faite de gens. À un moment donné, il y a des vagues qui arrivent, et puis il y a des contre-vagues. Et vous savez très bien que les minorités agissantes sont très importantes aussi, et on peut espérer quand même qu'il y ait des gens qui pensent comme vous, et en tout cas, et qui ont dit d'une manière ou d'une autre, eh ben, on va être le grain de sable dans la machine, ou le caillou dans la chaussure. Ça a toujours existé, heureusement. Vous savez, on l'a vu des De Gaulle en 40 et des Churchill en 40, et pourquoi il n'y en aurait pas en 2020. En tout cas, on peut l'espérer. Allez, vous continuez de réagir. 0826 300 300. On vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkoff, toujours dans tous ses états, évidemment, avec son invité qui est toujours avec nous, Sarah Daniel, écrivain, grand reporter à l'Obs, qui nous présente ce livre La putain du califat aux éditions Grasset. Et puis vous aussi, vous êtes là, vous êtes présent et vous répondez à l'appel et vous nous appelez au 0826 300 300. On donne la parole à Maxence qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Maxence. Oui, bonjour Maxence. Bonjour, oui, je voulais parler du livre de Sarah qui s'appelle La putain du califat, que je vais acheter d'ailleurs, et donc je vais faire la publicité magnifique. Non, mais c'est vrai. Donc, non, mais moi je me demande, comme vous avez une position de journaliste, que vous êtes à la croisée de beaucoup de choses, est-ce qu'il ne serait pas judicieux aujourd'hui, au-delà, si vous voulez, de la description qui est absolument fondamentale, parce que je suis historien, donc donnons les faits, mais est-ce qu'il ne serait pas le moment d'articuler avec ce qu'est véritablement l'islam, qui est bien sûr une religion, mais qui n'est pas qu'une religion, qui est aussi une loi et un code juridique. À partir de là, si vous voulez, le carburant idéologique des gens de Daesh, il se trouve dans le Coran et dans ce qu'on appelle les hadiths, Al-Bukhari, etc., que j'ai lu, dans laquelle il y a véritablement des horreurs, et notamment la justification esclavage. Oui, mais enfin, écoutez, moi, je ne suis pas une spécialiste de ces questions, mais il y a des grands islamologues, il y a des grands théologiens qui sont d'ailleurs pas d'accord sur le sujet, mais qui voilà. Après, dans l'islam, il y a plusieurs courants, et notamment au Moyen Âge, il y avait un courant très rationaliste qui a été, c'est vrai, écarté au profit, comme vous le savez, puisque vous êtes historien, voilà, d'un autre courant embaliste, et qui a donné en effet soit les frères musulmans, aussi les salafistes, mais il y a plusieurs islams. C'est pas, il y a aussi un courant soufi. Voilà. En ce moment, on peut dire qu'on est peut-être dans une période un peu de régression ou de crispation, et voilà. Et en effet, l'islam saoudien est un peu pignon sur rue et confisque un peu les autres. Mais vous savez, il y a notamment un chercheur qui est mort maintenant, mais que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Abdel Wahab Medeb, et qui avait fait toutes ces analyses
analyse justement, il appelait ça la maladie de l'islam, mais des raisons pour lesquelles l'islam enfin une certaine partie de l'islam s'était durcie, avait confisqué un peu toutes les autres voies. Et bien sûr, il faut en parler, il faut le dire, il faut soutenir aussi tous ces mouvements réformateurs qui appellent justement à un aggiornamento, au fait de mettre un peu le littéralisme et le fait d'accepter les textes comme ça, sans en parler, en discuter, et surtout sans le contextualiser. Parce que je pense que c'est ça, comme dans toutes les religions qui ont été écrites à différentes époques, il faut les mettre dans leur contexte et pas vouloir les appliquer telles quelles aujourd'hui. C'est de ça, je pense, dont on pâtit. Oui, oui. Vous savez très bien que dans l'islam, les sourates les plus violentes qui viennent à la fin de la vie de Mahomet, qui était aussi un guerrier, ce qu'on oublie toujours de rappeler, elles abrogent les sourates les plus pacifiques. À partir du moment où si on considère que les musulmans considèrent que le Coran n'est pas une production humaine, mais une production divine, et qu'on ne peut rien y toucher, que faire véritablement? Non, mais il y a certains musulmans. Si vous prenez, alors bien sûr, si vous prenez, je sais pas, Averroès, enfin il y a beaucoup de textes qui justement ont essayé de revisiter les sourates et tout ça, et prendre des distances, comme on a pu prendre des distances vis-à-vis de l'Ancien Testament, si vous voulez. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que les Occidentaux, ils calquent la connaissance du christianisme sur leur méconnaissance en fait de l'islam. Ce n'est pas du tout la même religion, c'est pas le même bien Dieu. Sûr, Maxence, vous écoutez. Oui. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même religion, et chaque religion est spécifique, et l'islam est spécifique. Mais le problème, si vous voulez, ce n'est pas de dire, on va pas dire aux musulmans, bon, enlevez-nous ces hadiths, etc. Et puis vous diront, c'est un livre incréé, comme vous dites, il n'est pas question d'y toucher. Et comme il y a eu à un moment donné, effectivement, dans l'Évangile, etc., et dans certains livres, il y a eu un certain nombre de réinterprétations ou de... je veux dire, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Moi, je crois qu'il y a l'islam, il y a les musulmans, et beaucoup de musulmans sont d'accord avec une certaine, effectivement, interprétation, et une certaine interprétation, je dirais pas laïque, ce qui ne veut rien dire, en l'occurrence, mais une certaine interprétation ouverte. On est ouvert ou fermé. Moi, je crois qu'il faut aller en dynamique, parce que si vous dites aujourd'hui, bon, ben alors, voilà, le Coran, il faut fermer, etc., ça donne rien, et ça donne, effectivement, avec 1,5 milliard musulmans, on résout pas le problème. Le problème, c'est que c'est dans la distance une réinterprétation véritable, mais qui sera fait. Alors moi je suis optimiste par les musulmans eux-mêmes. Moi je crois que c'est vrai que ça va se passer à l'intérieur du monde musulman. Alors ça prendra le temps que ça prendra, ça je dis pas que c'est demain, mais je ne vois pas autrement régler ce problème. Et je vais vous dire, beaucoup plus de gens que vous ne croyez sont conscients de ça. Maintenant évidemment, il y a tout ce problème de la violence, du terrorisme, etc., ce qui fait que beaucoup de gens ont peur. Mais sur le plan, je dirais, de la réinterprétation, sur le plan du dynamisme, on peut espérer, alors moi je suis pour le verre à moitié plein, et on peut espérer que quand même tout ça évolue comme d'autres choses et d'autres mœurs et d'autres ont évolué. En tout cas, espérons-le. Allez, on va à Paris, on va donner la parole à Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Alors, je voulais parler, moi, de ce qui s'est passé hier au Capitole, mais je vais peut-être intervenir sur... là, il y a un écho. Oui, mais on vous entend. Oui, tout à fait, on vous entend, Raphaël. On va régler ça. Continuez de parler. Je voulais dire deux choses. Je vais intervenir par rapport au livre de Madame Sarah Daniel. Je voulais simplement dire deux choses. Monsieur Berkoff a raison. Les musulmans considèrent que ce texte est sacré et qu'il est divin. Donc on ne peut pas le toucher. Ce qu'on peut faire simplement, ce qu'on peut leur demander simplement, c'est peut-être d'interpréter, de dire, voilà, s'il y a des attaques qui sont très violentes, mais elles s'adressent à des gens qui ont vécu il y a 13 siècles et qui a, je pense, la possibilité, sans toucher au texte, parce que vous ne pouvez pas demander à un croyant, vous pouvez demander à un catholique, à un juif, à un bouddhiste de toucher son texte, il ne peut pas toucher. Mais même à un musulman, pardon, même à un musulman athée ou agnostique, il y en a beaucoup. Tout à fait, parce que il y a, pour lui, le texte est sacralisé. Maintenant, je voulais dire une deuxième chose, et ça s'adresse particulièrement à M. Berkoff. M. Berkoff est d'origine libanaise. J'ai eu l'occasion de parler
rencontré avec des amis libanais qui étaient musulmans sunnites. Ouais. Et à l'époque, quand il y a eu les attentats, ils me disaient, mais Raphaël, mais on ne connaît pas tout ça, nous, ça c'est à part quand il y a eu la guerre civile, qui était quelque chose de très particulier, où les crimes, les horreurs étaient partagés, le camp palestinien, le camp chrétien, le camp sunnite, le camp... Il me dit, mais nous, on n'a jamais connu ces trucs-là. Mais je lui ai répondu de façon très simple, mais je lui ai dit, vous étiez combien, vous, les Arabes sunnites libanais au Liban de tout temps? Vous êtes 21%, les chrétiens, c'était 50%, une petite minorité druze, et puis vous aviez 20 à 25% de chiites, qui sont beaucoup plus importants. Quand vous êtes minoritaire, vous avez plus de recul, et toutes les minorités, elles sont d'une certaine manière ostracisées par rapport au Liban, la majorité était chrétienne. Dès l'instant où vous êtes minoritaire, vous ne pouvez pas connaître ce genre de choses. C'est tout le problème des minorités. Quand on est minoritaire, d'une certaine manière, si on ne se plie pas à la volonté de celui qui est majoritaire, c'est très très compliqué. Surtout quand c'est une religion. On peut s'appliquer à une loi qui est laïque pour tout le monde. Ben voilà, donc au Liban, effectivement, les sunnites n'étaient pas des fanatiques, les musulmans sunnites. Ils étaient tout à fait ouverts, ils avaient des amis chrétiens, des amis juifs, des amis... C'était compliqué, hein, le Liban, parce que c'était un système communautaire. Mais voilà, ça n'a rien à voir. 21% de sunnites, ils ne peuvent pas devenir, comment on dit, ils ne sont pas majoritaires, donc ils ne peuvent rien imposer. D'ailleurs, ils n'ont jamais voulu rien imposer au Liban, les sunnites. Non, mais, le Liban était une structure spéciale. Je ne suis pas d'origine libanaise, mais je suis né, j'ai vécu au Liban, absolument. Et c'est un pays de cœur, c'est un pays que... Mais je vais vous dire, j'ai juste une seule image et j'aimerais la retrouver partout. Moi, j'ai l'image d'une enfance et d'une adolescence où à la messe de minuit, vous aviez des amis juifs, chrétiens, musulmans qui se retrouvaient dans la montagne pour aller assister à la messe de nuit dans une petite église de montagne. Et il n'y avait aucun problème entre Isaac, entre Mohamed et entre ça. Voilà, ça a l'air d'une période de la planète Mars. Non, c'était dans les années 70 au Liban, au Moyen-Orient. Donc, alors je ne dis pas que ça va revenir, je dis simplement qu'on peut peut-être arriver à vivre en paix à un moment donné. Merci beaucoup André Berkoff et merci à Sarah Daniel. Je rappelle cette histoire terrible de justement Marie, esclave sexuelle, la putain du califat aux éditions Grasset. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Tout de suite, évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Les luttes du pouvoir dans le couple sont-elles inévitables? C'est avec Sophie Cadalen, psychanalyste et auteure. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.